On va lancer du coup le troisième atelier avec Pour une agriculture du vivant et Cristal Union. Je vous invite s'il vous plaît à vous asseoir, les quelques personnes restantes. S'il vous plaît, j'insiste. Bah voilà, j'espère que vous tenez le coup. Cet après-midi, je vous rassure, le cocktail approche. Donc, mais de toute façon, on va écouter cette présentation encore passionnante. Je suis sincèrement très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Chez Agoterra, on est adhérent de Pour une agriculture vivante depuis 2021. Ça a beaucoup de sens pour nous parce qu'on partage, on va dire, l'ambition de participer au développement de l'agroécologie d'une manière holistique et collective. C'est super parce qu'on a enfin l'occasion de travailler sur un projet commun, donc le projet Covalo que tu vas présenter, Johan. Et puis voilà, très heureuse que l'année dernière à Carbon Connect 2, on avait Léa qui nous présentait l'indice de régénération, donc un indicateur développé pour une agriculture du vivant pour mesurer justement la transition d'une exploitation en faveur de l'agroécologie. Et aujourd'hui, vous allez tous les deux nous présenter l'utilisation pratique de cet outil. Donc, Johan Froger, merci d'être là avec nous. Donc, tu es responsable développement du réseau de Pour une agriculture du vivant. Et Julien Coignac, tu es CSR Quality and Technical Support Team Manager chez Cristal Union. Et donc, vous allez nous présenter du coup la mise en place d'une prime filière pour développer l'agroécologie chez Cristal Union. Donc, bonjour comme d'habitude, bonjour à tous. 30 minutes environ et ensuite 15 minutes de questions. Allez, c'est parti. Du coup, l'idée, c'était d'abord de présenter l'association et puis Cristal Union. Donc, PADV, un petit mot sur l'association. Elle a été créée en 2018. Sa mission, c'est de structurer des filières agroécologiques et effectivement de manière holistique, donc en adressant l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur. Au sein d'une association. Ils sont tous adhérents à l'association et avec eux, on travaille à la structuration de filières agroécologiques en tant que tiers de confiance entre des acteurs à l'aval de la chaîne et des acteurs à l'amont, sur base de deux choses. Un outil de mesure de la transition qui va permettre d'évaluer le niveau agroécologique d'une ferme, mais beaucoup plus que ça, de tracer avec lui une démarche de progrès. Et puis, via une démarche collaborative avec nos 100 adhérents aujourd'hui. Un peu capricieuse là. Tac. C'est pas grave. On va vite là. Ouais. Tac, pardon. Bon, alors, Julien Coignac, j'ai aussi un titre en français, donc c'est responsable Voilà, RSE, c'est plus rapide. Donc Cristal Union, pour vous présenter la structure, c'est une coopérative betteravière. Elle appartient aux planteurs de betteraves de ces territoires. Globalement, vous voyez, c'est moitié nord de la France et beaucoup dans la zone Champagne, Grand Est, un petit peu sud de Paris et puis nord de la France, Normandie, Picardie. Donc on a 9000 coopérateurs qui sont tous planteurs de betteraves en rotation avec d'autres cultures, mais notre coopérative ne s'intéresse qu'à la betterave en tout cas. Voilà, environ 2000 employés, une petite quinzaine d'usines, donc 8 sucreries, 3 distilleries. Donc des activités de production de sucre, donc de transformation des betteraves en sucre et de transformation des jus sucrés en alcool pour produire de l'alcool pour différents secteurs, la pharmacie, l'industrie, la cosmétique et puis le sucre évidemment pour l'industrie agroalimentaire. On est une industrie vraiment très territoriale puisque la betterave c'est une culture qui est pleine d'eau. On ne va pas la transporter sur des très grandes distances, donc on est vraiment implanté dans les territoires ruraux, donc en moyenne à 30 km autour des parcelles de betterave. Voilà ce que je peux dire. En tout cas, donc une activité qui est vraiment basée sur une seule culture, qui est monoculture, et donc avec un accompagnement fort dans chacune des sucreries par des techniciens betteraviers auprès des coopérateurs du territoire de la sucrerie. Alors, ouais, je n'ai pas pris de notes, mais faut quand même que je regarde un peu. Donc, on a une démarche RSE, c'est très à la mode, mais très engagée depuis une quinzaine d'années. Cristal Union a été créé en 2000. Mais dès le début de l'histoire de la coopérative, il y a eu une très forte démarche vers l'eau et vers l'énergie. C'est assez simple, hein, l'énergie, c'est le premier poste de coût après les betteraves dans une sucrerie et dans une distillerie. Si on regarde d'ailleurs un bilan carbone, globalement, on a les betteraves et l'énergie. Ça, c'est le sucre.
Donc évidemment, un gros effort sur l'énergie, sur la décarbonation, sur aussi l'économie circulaire, parce que dans une betterave, on va valoriser les jus sucrés, mais il y a aussi plein d'autres coproduits. Il y a des pulpes pour l'alimentation animale, pour l'énergie également, d'autres types de coproduits ou de résidus. Et en fait, on vient vraiment valoriser à terme 100% de l'entière de la matière sous forme de sucre ou d'alcool et d'autres usages. Et puis, on s'est engagé dans SBTI. Alors, c'est aussi très à la mode si on veut montrer qu'on est engagé. Le tout est d'arriver à réellement faire les efforts qu'il y a derrière. On s'est engagé en 2019-2020. On a obtenu la reconnaissance officielle de SBTI en 2022. Alors à l'époque, on s'était mis sur une trajectoire, alors c'est du jargon, hein, c'est bien moins que 2 degrés la trajectoire, well below 2 degrés, pour 2030, et on l'a atteint déjà en 2023. Donc on est content sur l'ensemble des scopes, scope 1, 2, 3, c'était fait moins 23% d'émissions sur l'ensemble du périmètre. Donc là, on se réengage encore cette année sur une trajectoire encore plus contraignante. Et puis vient la question de l'agriculture, parce que notre scope 3 à nous, principalement, c'est la betterave. Et c'est du coup aussi la question, c'est comment est-ce qu'on accompagne nos planteurs vers encore plus de durabilité et vers une réduction de leurs émissions. C'est bon. Alors, on a monté un référentiel de durabilité en 2014-2015 qui s'appelle très originalement Crystal Vision. Crystal Vision, l'objectif, c'est vraiment d'accompagner nos coopérateurs par des essais de développement, donc de la R&D. On a à peu près 15 000 microparcelles d'essais et on va expérimenter chaque année des matériels, des nouveaux produits, des nouvelles semences, des nouvelles pratiques. Et tous les résultats, on les transfère chaque année à nos agriculteurs. On a une phase d'accompagnement, évidemment, chaque année. Tous nos coopérateurs, on les voit, alors soit en groupe, soit individuellement, à différents moments de l'année. Et on les accompagne sur leurs itinéraires techniques, sur leur suivi parcellaire. Et puis une évaluation, parce que sans évaluation, pour nous, on ne peut pas suivre l'évolution des pratiques, ni l'amélioration. Et on a fait aussi ce référentiel de manière à ce qu'on puisse évaluer chaque année tous les coopérateurs. Donc on ne prend pas la racine carrée de la racine carrée, mais on a justement une photographie annuelle de toutes les pratiques en betterave qu'on fait auditer. Donc on a une centaine d'audits à la ferme de chacun de manière aléatoire des agriculteurs. Et puis on a un organisme tiers qui vient vérifier la réalisation de ces audits. On a fait benchmarker Crystal Vision avec SAI à l'époque. À l'époque, SAI, c'était un référentiel montant au niveau international. On avait eu une reconnaissance pour montrer aussi que Crystal Vision, nous, ça nous permettait de répondre aussi à nos clients là-dessus, en disant, voilà, ils voulaient du SAI, nous, on leur proposait du Crystal Vision avec une équivalence. Donc on leur proposait du gold, du silver, du bronze. Et puis cette année, on l'a refait. En 2023, on a refait l'équivalence puisque SAI a évolué un petit peu en intégrant des critères sur l'agriculture de régénération notamment. Et donc là, on est basculé 100% gold et silver. Et vous voyez en tout cas l'évolution des taux d'agriculteurs qui sont en gold et en silver. Donc on a vraiment, l'accompagnement, on le faisait progressivement chaque année sur des pratiques spécifiques. L'objectif, c'était d'emmener le plus grand nombre. C'est pas d'emmener un petit noyau d'agriculteurs qui sont déjà bons et qui vont devenir excellents. C'était vraiment d'emmener tout le monde. Bien sûr, on a des ambassadeurs qui sont peut-être un peu au-dessus du lot, mais c'est arriver à généraliser à chaque fois les pratiques, les bonnes pratiques. Voilà, alors ça c'est la méthodologie de Crystal Vision, c'est pas très utile finalement là, pour vous montrer que ça repose vraiment sur une évaluation annuelle des audits, de manière à ce que la méthode aussi les résultats soient aussi fiables. Et c'est pas un suivi seulement pour faire de la communication, c'était vraiment, pour nous c'est un outil d'évaluation et de suivi des agriculteurs. C'est qu'on sait, chaque agriculteur, dans quelle catégorie de durabilité il est, on sait à quelle question il a répondu, où c'était OK, les autres où justement il n'est pas passé le cap. Et c'est comme ça qu'on suit nos agriculteurs et qu'on les accompagne spécifiquement sur des pratiques. Alors, justement, là, après, on a fait donc ce Crystal Vision, on a fait SAI, on a fait ces benchmarks. Et la question, on entend de plus en plus ces termes d'agriculture de régénération, de conservation des sols, de bilan carbone. Nous-mêmes, on fait des ACV depuis quasiment une dizaine d'années sur nos sucres et alcools. À chaque fois, on prend des valeurs de référence basiques, Agribalis pour la partie betterave. Comment est-ce qu'on fait pour évaluer l'impact carbone et pour mettre davantage d'agronomie dans cette culture de betterave et du coup aussi par extension dans l'ensemble de la rotation et intégrer les émissions et également le stockage. Et puis ça rentre d'autant plus dans tout ce qu'on entend sur FLAG et SBTI.
Ouais, c'est moi qui vais prendre la suite. Et du coup, une des manières aussi de raccrocher un petit peu l'agronomie à ces trajectoires de décarbonation que prennent les filières, hein, que ce soit les coopératives, les négoces ou les industriels, c'est de pouvoir calculer les facteurs d'émission des agriculteurs dans le cadre de ces filières agroécologiques. Est-ce que des pionniers en agriculture de conservation des sols, quelle est leur performance sur le carbone? Est-ce qu'une trajectoire agroécologique est synonyme d'une bonne trajectoire de décarbonation? C'était une des réponses c'était une des questions qu'on s'est posées dans le cadre d'un projet collectif qu'on appelait Culture d'industrie sur sol vivant, qui a été mené dans les Hauts-de-France et pas que, mais majoritairement dans les Hauts-de-France avec Cristal Union sur 4 ans, de 2019 à 2023. Et là, vous avez un des résultats à l'écran où on a comparé en fait le moins 46%, c'est le bilan net carbone d'une ferme aujourd'hui qu'on considère comme pionnière en agroécologie au sens de PADV, c'est-à-dire qui a une note sur son indice de régénération supérieure à 60, comparé à la moyenne, à la référence régionale, qui est plutôt une ferme, on va dire, standard conventionnelle. Ce moins 46%, c'est un écart, hein, et pas une progression d'une même ferme, mais c'est un écart, mais qui donne beaucoup d'espoir parce que c'est pile poil le chiffre qui est demandé aujourd'hui dans la stratégie nationale bas carbone. C'est l'objectif visé à 2050 pour l'agriculture. Donc ça veut dire quoi? C'est une preuve que l'agronomie, l'agroécologie, l'agriculture de conservation des sols, par les pratiques qu'elle induit, et je mets les 3 leviers principaux qui ont été travaillés par les agriculteurs dans le cadre de ce projet, les couverts végétaux, les apports d'affluents et puis une légère diminution graduelle de l'azote minéral pour faire en sorte de maintenir aussi des bons niveaux de rendement, eh ben, ça a des résultats, ça porte des résultats sur le carbone. Donc on milite beaucoup pour ça dans l'association, rassembler les projets agroécologiques, des projets bas carbone, parce que pour nous, et même pour l'intérêt des agriculteurs en premier, il faut qu'il y ait de l'agronomie pour les intéresser et pour les embarquer dans ces démarches de décarbonation. Donc c'est l'objet ce résultat qu'on affiche ici. Il a été calculé dans le cadre d'un projet, comme je vous disais, CISV, qui est un projet collectif. Voilà, merci beaucoup Claire. Qui est un projet collectif. On mène beaucoup de projets collectifs au sein de l'association qui mêlent donc du coup nos différents adhérents. Vous avez les acteurs à l'écran. Donc on avait à la fois le but du projet, c'était d'installer des filières agroécologiques à la fois d'un point de vue agronomique, mais aussi d'un point de vue du modèle économique, c'est-à-dire avec des primes filières reversées par les acheteurs auprès des coopératives et des agriculteurs. Et donc c'était sur les cultures de betteraves et de pommes de terre. C'est un projet qui a eu lieu de 2019 à 2023, et je vous expliquerai dans la suite de la présentation la suite de ce projet. Donc, à chaque fois dans un projet collectif pour une agriculture de vivant, vous allez avoir 3 chantiers. Le chantier agronomique avec le focus qui est présent sur la slide. On va accompagner agronomiquement les agriculteurs dans le changement. Souvent, on identifie quand même des pionniers au sein des coopératives, des agriculteurs qui vont être capables d'embarquer des agriculteurs plus débutants. Et puis l'indice de régénération, c'est un prétexte, c'est un outil pour d'abord évaluer son système à 3 niveaux. Vous l'avez à l'écran, je ne vais pas le détailler parce qu'on n'a que 30 minutes, mais il y a 3 niveaux. Ça reprend les grands indicateurs de l'agroécologie. On a un niveau sol sur 60 points. On va venir mesurer à la fois du déclaratif de pratiques agricoles, mais aussi parfois des mesures plus scientifiques comme le taux de matière organique sur le taux d'argile, pour voir un petit peu, par exemple, où en est l'agriculteur sur la structuration de son sol. Donc ça, c'est un point sol qui est très important, qui prend 60% de la note. Hein, c'est une note sur 100. Puis on va avoir ensuite, on va dire, un segment plantes, avec plutôt la gestion des phytosanitaires et la stratégie de réduction du phytosanitaire. Et puis un dernier niveau, qui est le niveau du paysage, sur 20 points, où là, on va poser des questions sur les projets agroforestiers, le nombre d'espèces qui est cultivé sur la ferme. Et tout ça nous donne une note sur 100 points. Mais ce qui est intéressant, elle sert à quoi cette évaluation? À questionner l'agriculteur sur la résilience de son système. Et ce à quoi on croit, c'est que plus un agriculteur s'améliore sur son indice de régénération, plus il devient résilient. Donc plus on a des filières fortes, et donc plus on contribue à la souveraineté alimentaire. Donc il n'y a pas 2 combats à mener, d'un côté la transition et de l'autre la souveraineté alimentaire.
la souveraineté alimentaire, elle passe par de l'agronomie. Et ça, on en est absolument convaincu. Et c'est finalement l'incarnation, l'indice de régénération et l'incarnation opérationnelle de cette conviction. Donc on mène des chantiers agronomiques et des groupes de travail avec les agriculteurs. Je précise juste sur l'aspect agronomique qu'on n'est pas du tout prescripteur de moyens. PADV, c'est vraiment les techniciens qui se forment à cet indice de régénération et qui vont accompagner, parce que c'est les techniciens qui connaissent par cœur les fermes et l'humain qu'il y a derrière, l'agriculteur, ce sont eux qui vont se former et qui vont accompagner techniquement l'agriculteur dans son suivi, dans la réalisation des essais. Donc ça, c'est le chantier agronomique. Et l'idée à la fin de ce projet, il durait 4 ans, c'était de se dire, OK, il faut qu'on reparte avec quelque chose, avec un livrable. Donc l'idée, c'était d'avoir un livrable sur un itinéraire technique pour débutants en agroécologie dans les Hauts-de-France, sur 2 cultures, comme vous l'avez compris, la culture pomme de terre et la culture betterave. À côté de ça, on fait toujours 2 choses. On mesure les impacts environnementaux de nos projets. On veut démontrer par la preuve que l'agroécologie, eh bien, elle vient résoudre les grands défis de la transition écologique. Donc, je ne vais pas passer aussi mon temps à décrire le tableau que vous avez là, mais il y a 4-5 indicateurs qu'on a listés. Et en fait, on a comparé des agriculteurs par rapport à leur niveau d'avancement dans la transition agroécologique. Tout à droite, sur le tableau de gauche, vous avez des pionniers en agroécologie. Et tout à gauche, vous avez des agriculteurs un peu plus débutants. Et puis, on regarde sur différents indicateurs clés, comme le bilan carbone, je viens de le présenter, comme l'eau, comme la réduction des pesticides, ou aussi comme l'érosion du sol, qui est un facteur absolument majeur quand on parle d'agronomie. Où est-ce que se situent ces agriculteurs avancés par rapport dans un même contexte pédoclimatique par rapport à des agriculteurs plus débutants, plus conventionnels? On voit que sur l'ensemble de ces indicateurs-là, qu'on parle d'érosion de sol, d'eau, de réduction des pesticides ou de bilan carbone, on a des fermes pionnières qui sont quasiment au rendez-vous dans les Hauts-de-France, alors qu'on parle de culture de pommes de terre et de betteraves qui demandent nécessairement, qui induisent un travail du sol. On a des agriculteurs pionniers qui sont quasiment au rendez-vous de ce qu'on attend de la transition en 2050, donc qui ont fait ce travail. Et ça donne beaucoup d'espoir et beaucoup d'élan. En revanche, il y a la partie droite du tableau, celle qui est un peu moins amusante, mais qui est une vraie réalité, c'est que pour passer de la case débutant à la case avancée, il y a plein de freins qui existent, dont un qu'il ne faut pas éluder, dont il faut parler, qui est le coût de cette transition. Et donc, dans le cadre de ce projet, on a essayé aussi de mesurer à la ferme et à l'hectare quel était le coût de transition et quels étaient les postes pour ces agriculteurs pionniers, c'était quoi les économies de charge, qu'est-ce qui a coûté de l'argent, etc., en termes de matériel, de mécanisation, en termes d'achat de semences, de couverts, etc. Donc vous avez le tableau dans le détail. Ce qu'il faut retenir à la fin, c'est que cette transition, elle coûte à peu près 250 € à l'hectare. Encore une fois, c'est dans un contexte pédoclimatique très précis et sur des profils, donc grande culture et culture d'industrie, puisque dans l'assolement, on avait aussi des légumes, etc., sur ces fermes-là. Voilà. Donc tout le défi derrière, c'est de mettre en place un modèle économique qui permet de partager le risque. C'est pour ça que la démarche collective, elle est finalement impérative, indispensable. Et l'idée à la fin de ce projet, c'est qu'il y ait des contrats agroécologiques qui soient passés entre les acheteurs qui étaient présents dans ce projet, que vous avez vu dans la slide précédente, et les coopératives, des primes filières. C'est ça le modèle économique qu'on défend aujourd'hui dans l'association, des primes filières agroécologiques pour encourager les agriculteurs à rentrer dans ces démarches d'agroécologie, pour partager le risque avec ces agriculteurs. Et du coup, la nécessité, elle a été d'amplifier. Alors ça, c'est vraiment du pour info, mais voilà, c'était le type d'essais agronomiques qui ont été effectués pendant le projet, durant les 4 ans du projet. Et la question qui nous est venue à la fin en termes d'enseignement, c'est que là, c'était un projet sur 80 agriculteurs. Comment on passe à l'échelle maintenant? Comment on est capable, fort de ces enseignements-là, de passer à 500, 1000, demain 2000 agriculteurs? Un des objectifs du projet, c'était ça. C'était vraiment d'arriver à construire une filière au bout des 3-4 années du projet. Une filière, et comme vous l'avez vu dans une des diapos, on a aussi les clients qui étaient intégrés les clients sucre et alcool qui étaient intégrés dans le projet. Donc ils ont participé à tous ces travaux sur les itinéraires techniques, sur la partie économique aussi. Donc c'était ça aussi l'intérêt, c'était de leur faire comprendre que
vous voulez un sucre et un alcool de qualité dont la betterave a été cultivée en agriculture de régénération selon des bonnes pratiques avec une amélioration, va falloir payer. Enfin, faut être clair. Ça coûte plus cher, quelqu'un doit le payer. C'est pas l'agriculteur uniquement qui doit porter ces coûts-là. Nous, la coopérative, évidemment, on en porte une partie puisque l'accompagnement doit se faire, parce qu'on cherche à payer davantage ces agriculteurs, parce que c'est aussi par les primes qu'on va tirer le changement de pratique, et pas seulement par le conseil. Donc on s'est dit, voilà, il faut qu'on arrive à déjà généraliser l'évaluation de l'indice de régénération. Donc on l'a intégré dans notre démarche Cristal Vision. Et puis il faut le mettre au regard justement des attentes de ces clients-là, de tous ces clients. Alors pas forcément tous, tous ne sont pas demandeurs de RSE, mais pour autant on ne peut pas engager qu'une partie de la coopérative. Voilà. Donc là actuellement, on a sur 7000 planteurs qu'on a évalués, on en a à peu près 900 qui sont au-delà du premier seuil à partir duquel on peut les qualifier de pratiques de régénération. C'est un seuil qui est de 40 sur 100 sur l'indice de régénération. L'objectif, c'est, à 40, on n'est pas satisfait non plus. L'objectif, c'est vraiment de les faire monter puis de faire rentrer davantage de personnes, d'agriculteurs dans cette démarche-là. Nous, pour intéresser les clients, il a fallu aussi marketer un peu la chose, parce que même les clients qui étaient dans le projet et qui étaient du coup naturellement intéressés n'ont pas forcément tous acheté du sucre et de l'alcool agriculture de régénération. Ce qui est pour nous un peu dommage, évidemment. Donc on a travaillé sur comment est-ce qu'on peut marketer cette offre, vraiment marketer ce qui est bien fait finalement, comment vendre aussi les pratiques de ces agriculteurs. Donc on a créé une offre, alors ça c'est du marketing, c'était créer une offre qu'on a appelée Amplify, avec un côté carbone, parce qu'à ce moment-là, on faisait déjà des ACV et on était capable déjà de démontrer que sur les sucres et les alcools qu'on avait, on est parmi les meilleurs en Europe en termes de gaz à effet de serre, et qu'on est à peu près 30 à 40% inférieur d'un alcool moyen ou d'un sucre moyen européen. Et puis, il y avait une offre agriculture de régénération, où là, l'objectif, c'est de soutenir le développement de cette agriculture-là en payant le fameux montant qui permet de passer le cap. Dans un premier temps, c'est de rémunérer les agriculteurs, évidemment, qui sont déjà en agriculture de régénération, qui ont déjà engagé ces coûts. C'est aussi pour les soutenir dans cette démarche-là. Et puis une offre combinée. À terme, l'objectif, c'est vraiment de mutualiser ces offres, de vraiment les faire fusionner avec une agriculture de régénération dont on connaît précisément les émissions de carbone et si, justement, c'est meilleur ou pas qu'une agriculture plus conventionnelle. Donc là, c'est vraiment l'étape 2 qu'on a. Tout ça, c'est à mettre en lien avec SBTI, avec comment est-ce qu'on démontre aussi que notre agriculture, elle se décarbone progressivement au niveau de leurs pratiques. Non, c'était à toi après. Alors, je vais rester encore un peu. Non, c'est où là? Bon, on va faire 100. Juste un dernier mot. Non, si, bon. Un dernier mot. C'est vraiment en fait, évidemment, l'agriculture de régénération, l'agroécologie, c'est aussi du bon sens agronomique, comme tu le disais tout à l'heure. On sait très bien que quand on va vers moins de labour, quand on va vers plus de fertilisants organiques, vers plus de couverts végétaux, vers un sol où il y a plus de vers de terre, évidemment, on sait que la fertilité, elle augmente, que globalement, le sol et la culture fonctionnent mieux. On peut difficilement imaginer que les émissions de gaz à effet de serre vont augmenter drastiquement. Donc on sait que ça va dans le bon sens. Le tout maintenant, c'est d'arriver à le prouver. Et ça aussi, ça a encore un coût et ça doit aller encore plus loin que l'indice de régénération. C'est un cran d'après et c'est l'évaluation carbone et c'est l'échantillonnage pour le sol pour arriver à estimer le stockage. Les émissions, c'est déjà peut-être un petit peu plus facile, mais c'est le cran d'après et qui, lui, est sacrément lourd. Donc nous, on bénéficie de Cristal Vision qui permet déjà de toucher les agriculteurs. Ils sont habitués chez nous à avoir cette démarche. On va collecter leurs données. Mais là, voilà. Il faut vraiment les engager davantage parce que ce n'est pas seulement leur montrer les pratiques. Le changement de pratique, c'est leur montrer plus généralement que le carbone, ça devient un élément essentiel aussi de leur performance et non plus seulement le rendement agronomique. Voilà. Merci Julien. Du coup, je prends la suite. Toujours dans cette idée
comment amplifier le mouvement, comment massifier l'agroécologie. Donc il y a des réponses qui se trouvent dans chacune des coopératives. Et le but de PADV, c'est d'essayer justement de structurer des projets toujours dans une dynamique collective et une approche collective pour accélérer et faire des effets de levier tout simplement des coopératives et des acteurs territoriaux qui ont envie d'avancer sur ce projet. Et donc un des enseignements de CISV, c'était aussi de se dire ces 250 € à l'hectare. Je ne sais pas si vous avez vu la slide, en fait il n'y avait que des acteurs de la betterave et des acteurs de la pomme de terre. Ça représente dans les Hauts-de-France, si je ne me dis pas de bêtises, 36-40% de l'assolement. Il manquait 60% de l'assolement dans les Hauts-de-France. Donc en fait, même le modèle de prime filière, il est insuffisant si on ne pousse pas la logique jusqu'au bout, c'est-à-dire à une logique de rotation de la culture. C'est l'idée du projet Covalo. C'est un projet qui est destiné à déployer l'agroécologie, mais cette fois-ci de manière plus massive, et à une échelle territoriale. Pourquoi à une échelle territoriale ? Parce qu'on veut repartir de la ferme. On veut inverser la logique par laquelle on a créé des filières depuis 60 ans en France, où on part plutôt d'un bénéfice consommateur, etc., et on le met dans un cahier des charges et on l'applique derrière dans le reste de la chaîne de valeur. Là, on veut repartir de la réalité des fermes et de leur rotation. Et comment, vis-à-vis de ce qui est cultivé dans chacun des territoires, on arrive à rassembler les acteurs représentatifs de cet assolement, les collecteurs d'abord, d'un même territoire, pour pouvoir mutualiser les frais de déploiement également de l'agroécologie, l'accompagnement technique, les diagnostics. Tout ça, ça coûte de l'argent. Et aujourd'hui, si l'agroécologie n'est pas compétitive, si elle coûte 5-10% plus cher en magasin, on sait très bien qu'elle ne sera pas achetée. Donc on a des économies d'échelle à réaliser dans le déploiement à ce niveau-là, si les acteurs de la collecte travaillent ensemble et si les acheteurs sont au rendez-vous dès le début. C'est exactement ce que disait Julien, et c'était un petit peu la philosophie de CISV au départ, avec la présence d'acheteurs. Et donc il nous faut ces collecteurs dans chacun des territoires qui soient représentatifs de ce qui est cultivé et leurs principaux acheteurs, qu'ils se réunissent dans des coalitions. Donc on ne va plus parler de filières dans l'association, c'est vraiment un passage justement de filières vers des coalitions territoriales pour amplifier le mouvement et permettre à l'agroécologie d'émerger et d'être compétitive économiquement, sans quoi elle émergera jamais auprès du consommateur. Donc, c'est le projet qu'on porte, qui s'appelle Covalo, qui a été déposé auprès de la BPI à l'automne dernier, qui va courir jusqu'en 2027. Et voilà, là vous avez un exemple, par exemple, de ce qu'on a commencé déjà à construire dans les Hauts-de-France. Là on a le plus, ça va être le territoire pilote, il y aura 7 territoires en France, mais les Hauts-de-France vont démarrer en premier fort des enseignements du projet CISV. Vous voyez que d'un côté, on va cumuler ce travail à l'échelle de la rotation des filières, dont le mandat va être vraiment de construire un dispositif mutualisé de déploiement de l'agroécologie, avec un financement de prime filière, mais cette fois-ci avec l'ensemble des cultures présentes dans le territoire. Donc là, vous avez par exemple les céréaliers en plus, qui n'étaient pas présents dans CISV. Vous avez aussi l'élevage, qui est présent dans le territoire, et puis un collectif d'acheteurs. Ce collectif filière, il est amené à grandir au fur et à mesure du projet. Et puis de l'autre, on sait que les filières ne pourront, quand on voit les 250 € à l'hectare, il faut être pragmatique, on sait bien qu'à ce stade d'engagement des filières, on croit peu au fait qu'on arrivera à ces 250 €. Et donc il faut engager aussi d'autres types de financement, notamment le financement des agences de l'eau, qui ne vont pas être là dans un but de pérenniser un modèle économique, mais plutôt de donner un petit coup de béquille au démarrage pour abonder en plus des primes filières, un paiement pour service environnemental qui sera versé à chaque agriculteur qui sera sous contrat agroécologique. C'est la seule condition que donne l'agence de l'eau Artois-Picardie, avec laquelle on a créé ce nouveau paiement pour service environnemental régénératif. C'est dire, OK, les agriculteurs doivent être sous filière parce qu'il faut l'engagement du secteur privé pour qu'il y ait un financement public. Et donc, c'est une deuxième jambe du modèle économique. Vraiment, vous l'avez compris, l'idée, c'est d'aller vraiment trouver une coalition d'acteurs publics-privés pour partager ce risque économique qui est pris par l'agriculteur, sans quoi ce sera très difficile de les embarquer. Et c'est pas tout, le modèle va continuer de vivre au fur et à mesure du projet. On est en train de phosphorer sur la partie mécanisation. L'achat d'un semoir, ça peut très vite coûter de l'argent. Quand on commence l'agroécologie, c'est à peu près 120 000 €. Qu'est-ce qui peut être fait d'un point de vue bancaire là-dessus ? Quelles sont les offres ? Est-ce qu'il y a déjà des offres qui existent ? Oui, il y a des prêts à taux zéro, mais est-ce que c'est suffisant ? D'un point de vue assurantiel, quand je vous présentais tout à l'heure les 250 € à l'hectare, les 2 tiers
de ce surcoût lié à la transition, c'est un risque qui pèse sur le rendement, qu'on évalue, nous, entre 5 à 10%. Ce n'est pas vrai selon tous les territoires, mais dans le cadre de ce projet des Hauts-de-France, qui est une agriculture très productive, c'était à peu près ce qu'on avait calculé. Qu'est-ce qui peut être fait sur ce dispositif assurantiel pour essayer de couvrir, par exemple, des couverts qui auront raté? Je ne sais pas si la réponse, ce sera une assurance AXA Climate qui fera partie du projet. Ce sera peut-être une caisse de péréquation. L'idée, c'est un projet de R&D aussi économique pour qu'on bâtisse un modèle de financement de la transition agroécologique et qu'on aille toucher aussi des agriculteurs plus débutants dans cette transition, parce qu'on a un peu fait, entre guillemets, le plein des pionniers aujourd'hui qui sont tous dans des démarches au sein de vos coopératives, s'il y a des coopératives dans l'Assemblée. Et là, c'est vraiment d'aller s'adresser à un panel d'agriculteurs beaucoup plus large. Donc on vise à peu près... le projet court jusqu'en 2028 et on vise à peu près 2000 agriculteurs dans les Hauts-de-France, c'est à peu près 10% des agriculteurs présents dans cette région. Et donc on aura aussi une partie élevage à l'intérieur de ce projet. Donc c'est vraiment une coalition d'acteurs, filières et public-privé. Voilà, alors ça c'est un petit mot aussi pour un des freins clés à la transition, c'est quand on est un petit peu plus aussi à l'aval de la chaîne, mais aussi dans la transformation commerciale pour les coopératives, c'est comment j'arrive à valoriser ces filières agroécologiques une fois que j'ai des agriculteurs qui sont déjà dans des démarches d'accompagnement. Ce qu'on va mettre en place, je ne veux pas vous demander de rentrer dans la technique de cette slide qui est quand même assez dense. Ce qu'on va essayer de mettre en place dans l'association, c'est un double diagnostic agroécologique et carbone. La situation UBS qui se trouve aujourd'hui, c'est qu'on rentre dans une ferme pour faire un accompagnement agronomique avec un outil agroécologique et le lendemain, vous avez un outil diagnostic carbone et parfois qui n'est pas le même selon la coopérative, sauf que c'est le même agriculteur à chaque fois qui doit répondre à tout ça. Et on voit bien les conséquences de cette situation. Donc l'idée, c'est de mutualiser les données nécessaires à vos reporting à l'aval de la chaîne, à la fois sur les aspects de biodiversité et sur les aspects de carbone, et donc de pouvoir concrètement calculer des facteurs d'émissions carbone à la tonne sur les filières agroécologiques qui seront issues du projet. Donc ce sera des facteurs d'émissions, mais c'est un abus de langage parce que ce sera aussi, on calculera le stockage, bien évidemment. Et puis l'idée pour compléter, pour finir cette présentation, c'est également, on croit beaucoup à l'affichage environnemental comme une des clés à la valorisation des filières agroécologiques. C'est pas suffisant de donner l'information, bien sûr que non, mais c'est indispensable et c'est un premier pas. Et un des outils aujourd'hui en place à disposition et qui fonctionne, c'est le Planet Score. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres. Bien sûr qu'il y a des discussions au niveau gouvernemental, mais le Planet Score a un mérite, c'est qu'il ne s'arrête pas à une logique d'ACV et qui vient donc valoriser les pratiques des agriculteurs. Donc l'idée, c'était de pouvoir faire une étude dans l'association pour savoir si un bon indice de régénération à l'échelle d'une ferme correspondait derrière en fin de chaîne sur un produit fini à un bon Planet Score. Et donc vous avez un exemple qui est fictif, qui a été réalisé dans le cadre d'une étude avec un de nos partenaires sur un produit fini qui comprend du blé, alors j'ai pas tout là, mais du sucre de betterave, de l'huile et de la poudre de lait. Et vous voyez que plus vous faites progresser votre sourcing agroécologique au sein de ce produit-là, plus vous vous améliorez sur la notation, vous passez de C à B, et puis ensuite dans les curseurs, vous vous améliorez. Donc c'est bien la preuve que ces pratiques des agriculteurs peuvent être valorisées de manière efficace. Alors c'est sûr que ce n'est pas un récit qui est très important, le Planet Score, mais c'est très efficace pour flécher demain la consommation et la demande des consommateurs vers des produits plus responsables. Merci voilà. à tous les deux. On peut vous applaudir. Et du coup, on a le temps pour quelques questions. Bonjour. On a vu apparaître là, la rémunération carbone qui était sur le slide du projet Nord-Pas-de-Calais avec Agoterra, justement, mais vous ne l'avez pas cité. Mais dans les primes filières du projet que vous évoquiez avant, vous ne parliez pas de crédit carbone. Comme si finalement ça n'avait pas été un mode de financement retenu
pour venir porter la transition des agriculteurs et que c'est uniquement la prime filière qui l'avait financée. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Est-ce que vous considérez que par rapport aux pratiques mises en œuvre, la prime carbone, je ne sais pas, a mesuré trop important le coût de mise en œuvre versus ce que ça pourrait rapporter sur la moyenne des fermes que vous avez dans votre réseau? Ouais, le crédit carbone, moi j'y croyais très très fort il y a plusieurs années, avant que ça soit mis en place, avant les fameuses méthodes, labels, grandes cultures, etc. Quand on a vu le coût de mise en œuvre et puis surtout ce que l'agriculteur va récupérer, c'est de l'ordre d'une trentaine d'euros, bah, c'est pas ça qui va permettre à lui seul de le faire. Donc finalement, nous, chez Cristal Union, on s'est un peu détourné de ce système-là. Mais là, j'en discutais encore tout à l'heure avec un acteur qui est très bien positionné sur ça. C'est le mécanisme de contribution. Il peut venir compléter les primes filières. Nous, on va dire qu'on peut accompagner, et on le fait s'il y a besoin, nos agriculteurs pour faire un diagnostic approfondi et se lancer dans le crédit carbone. En revanche, nous, on ne veut pas vendre les crédits, on veut pas vendre autre chose que de la contribution. On veut absolument, on veut pas que les crédits carbone aillent ailleurs, quoi, tout simplement. Hein. On veut pouvoir les retrouver dans nos produits. On veut pouvoir vendre à nos clients parfumeurs, agro-industriels, etc. Un sucre, un alcool avec une très faible valeur carbone et que ça reste chez nous. Voilà. Après, si l'agriculteur veut lui s'engager dans une démarche, qu'il le fasse et on l'accompagnera d'ailleurs. Mais on espère vraiment plutôt sur la contribution que sur la compensation. Voilà. Et juste pour compléter peut-être la réponse, ça faisait partie aussi du modèle de Covalo, où il y avait une petite branche en bas qui était label bas carbone avec le logo Agoterra. Oui, c'est une question qu'on se pose vraiment. L'idée, c'est d'additionnaliser le plus de primes possible pour l'agriculteur, tout en faisant en sorte que la comptabilité carbone en priorité reste au sein des filières. C'est-à-dire qu'une tonne de CO2 séquestrée, elle puisse être dans le bilan comptable de Cristal Union ou dans le bilan comptable de l'acheteur agro-industriel. Parce que si ça rentre dans le bilan comptable de Boeing, on n'a pas fait 100% du job. Donc il y a ce comment dirais-je, ce pont à créer entre est-ce qu'un crédit une contribution carbone est compatible avec une prime filière? Si la réponse elle est oui, et ben bien sûr, ça aidera l'agriculteur d'autant plus. Tous les fils sont bons à prendre. Hein. Je vais peut-être du coup juste un peu compléter là-dessus parce que nous chez Agoterra on travaille beaucoup sur l'aspect contribution carbone, notamment sur l'aspect local en fait. Et justement dans le projet Covalo, en effet ce qui a du sens c'est le premier pilier, ça va être les primes filières. Au sein de la filière, que peut apporter la filière comme financement à la transition des agriculteurs? On a une participation du public, du secteur public, et puis la quatrième branche carbone. C'est voilà, en plus, que peuvent faire les entreprises du territoire qui veulent s'engager? On a beaucoup parlé de contribution aussi dans l'introduction de l'événement. Contribution à la transition du territoire. Dans ce cas-là, on n'est pas dans une optique de compensation. On ne va pas aller happer des crédits carbone pour les revendiquer comme un bilan net zéro, par exemple. Enfin, on est vraiment dans une optique de contribution à la transition du territoire. Et dans ce cas-là, ça a vraiment du sens pour compléter et pouvoir accéder, on va dire, à la totalité du financement nécessaire. Mais en effet, c'est bien de bien baliser le sujet. Ouais. Bonjour, Annie Astol, je travaille pour les alchimistes Côte d'Azur et on travaille sur une prime filière un peu similaire sur la viticulture. La question que je me posais, c'est comment vous connectez les 2000 agriculteurs à peu près qui vont être accompagnés par Covalo. Comment vous faites en sorte que celui qui est au bout de la chaîne, qui est dans le champ, connaît les pratiques de son voisin, des autres qui sont dans le programme et qui s'apprennent l'un avec l'autre et connaissent les ressources et les solutions des uns et des autres? Alors, c'est un gros travail pour votre première question de recensement de ces 2000 agriculteurs, parce que pour que le modèle fonctionne, il faut qu'il soit qui vendent à la fois de la betterave à Tereos, Cristal Union, à la fois de la pomme de terre aux acteurs qui seront présents, etc. etc. On ne sait pas si les 100% des 2000 agriculteurs seront concernés par cette situation. Je ne pense pas objectivement. Ce sera compliqué, mais pour que ça fonctionne, il faut effectivement qu'il y ait une échelle à mutualiser, sinon ça ne fonctionnera pas. Et sur le deuxième aspect, sur le conseil agronomique, on n'y est pas trop revenu dans le projet CISV, mais oui, il y a une dimension d'accompagnement technique
collective. Il y a des groupes d'agriculteurs qui vont être suivis, qui vont passer, dans lesquels il y aura de la formation aussi pour ces agriculteurs, de l'expertise qui va être donnée. Et puis il y a une échelle aussi individuelle. Le technicien de la coopérative qui suit cet agriculteur-là est formé aussi. Et l'idée, c'est d'avoir pour ces agriculteurs un pool. On va essayer de construire une espèce de pool d'experts agroécologie qui soient d'ailleurs des experts en chambre, indépendants ou dans des coopératives. Et le but, c'est que l'agriculteur reste libre de choisir l'expert avec lequel il a envie de travailler, et sans doute qu'il travaille déjà avec un technicien habilité pour ça. Donc c'est un travail de référencement qui va être mené dans le cadre de ce projet. Ouais. Peut-être pour compléter un tout petit peu, nous, on fait déjà, et on a déjà des techniciens qui vont au contact des agriculteurs en permanence, et comme tu dis, Johan, qui sont formés. Donc on a des démonstrateurs, on a des démonstrations en champ, en parcelle. Chaque année, on publie ce qu'on appelle une brochure agronomique. C'est quasiment 300 pages de résultats des essais, de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et en fait, on le diffuse à tous nos coopérateurs. Et l'objectif, c'est vraiment de leur donner de l'info, et leur donner de l'info pour qu'ils puissent eux-mêmes faire leur choix. Et puis après, tous ces éléments-là, on en discute à chaque fois qu'on les voit. Voilà. Et on les voit en général individuellement, plus collectivement, on les voit, selon les agriculteurs, entre 3 et 7, 8 fois par an, voilà, au minimum. Bonjour, merci pour la présentation. Je suis là. Pauline Durand de CEPOL. J'avais une question pour revenir à la discussion qu'il y avait juste avant, et c'est peut-être pour Agotera, la question du coup, c'est comment est-ce que l'articulation entre la prime filière et le crédit carbone qui serait éventuellement aussi généré permet de ne pas faire de double comptage du coup. Alors du coup, c'est dans l'exemple qu'on donnait tout à l'heure, c'est vraiment de différencier le rôle de chacun en fait. Une entreprise du territoire qui va dans sa démarche de contribution carbone, donc qui n'est pas forcément dans la chaîne de valeur, qui va financer soit hors de sa chaîne de valeur, soit parce qu'elle n'a pas accès forcément à ses fournisseurs, mais un peu plus loin, une transition chez des agriculteurs via des crédits carbone. Elle peut le valoriser, mais un peu dans une logique de mécénat, vraiment comme... c'est vraiment la logique de la contribution carbone, en fait, de dire en tant qu'entreprise, je fais un effort sur mes propres émissions, mais j'appuie aussi la transition du territoire. Donc c'est vraiment une logique de mécénat. Ça veut dire que dans sa comptabilité carbone à elle, elle ne va pas aller déduire avec ses crédits carbone des émissions. Donc en fait, c'est pas... il n'y a pas de sujet de double compte dans ce cas-là, en fait. C'est juste, elle va pouvoir communiquer sur le fait qu'elle soutient une transition à hauteur d'un certain budget qui permet d'éviter tant d'émissions, mais sans s'approprier ses crédits carbone dans sa compta carbone, donc sans aller réduire. Donc sans réduire sa comptabilité, son bilan carbone avec ça. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de sujet de double compte. Ouais. Elle sera, et d'ailleurs dans l'exemple de Covalo, elle sera financée à la fois par une prime filière, par un paiement pour services environnementaux qui vient de l'agence de l'eau. Elle sera soutenue par des financements bancaires ou des assurances et par un crédit carbone. Enfin, en fait, après, c'est une question de qu'est-ce qui est communiqué et comment cette donnée est utilisée, mais évidemment qu'il faut qu'il y ait du cofinancement public, privé, filière, hors filière. Enfin, en fait, plus on a de financement pour l'agriculture, mieux c'est. Après, nous, on cherche vraiment à le valoriser via l'ACV à terme. Enfin, on le fait déjà, mais en intégrant des valeurs réelles de l'agriculteur, enfin de la betterave. C'est-à-dire que là, on fait déjà des ACV en utilisant une valeur par défaut, une valeur standard pour la betterave. Si on peut avoir des valeurs par bassin d'approvisionnement, par sucrerie, par type de pratique, et qu'on soit capable de distinguer justement des sucres avec une empreinte extrêmement faible de doute qui sont un peu moins bonnes peut-être, si ça peut permettre de financer via des clients la transition des autres, on y va. Mais la CV, pour moi, ça reste un excellent outil, même si on ne peut pas valoriser toutes les pratiques. Et voilà, là, on le voyait tout à l'heure là, sur le Planet Score, plein d'autres choses. Mais en tout cas, ce qu'on livre à un client, c'est du sucre, c'est une tonne de sucre ou une tonne d'alcool. Et lui, finalement, dans cette tonne de sucre et cette tonne d'alcool, il a tout. Et il faut arriver à lui justifier les bénéfices environnementaux, en tout cas l'effort qu'on a fait,
sur une unité représentative, et le kilogramme de gaz à effet de serre, finalement, il est hyper bon pour ça. Voilà. Ça permet de connecter l'industrie, l'agriculture, le transport, tout le monde. Bonjour, merci pour votre présentation. Vous parliez de la nécessité pour un agriculteur d'avoir plusieurs acteurs de sa chaîne de valeur qui s'engagent dans un projet collectif. Vous parliez des coopératives notamment, les coopératives n'étant qu'un tout petit acteur dans l'ensemble de la chaîne. Comment, dans le cadre de vos projets collectifs et notamment dans le cadre de Covalo, vous vous assurez que les acheteurs du produit final participent aussi financièrement et que l'investissement ne soit pas porté uniquement par les OS? Alors, une des manières de le garantir, même si elle n'est pas 100% efficace, c'est d'abord de les inclure suffisamment tôt dans les projets. Parce que si on les implique qu'au moment de la transaction commerciale, il y a de fortes chances que ça ne fonctionne pas. Je pense que c'était un des enseignements de CISV. Hein. Vous êtes distributeur comme Système U et vous vous retrouvez pendant 4 ans dans un projet comme celui, alors CISV c'était le précédent projet, mais voilà, vous comprenez les surcoûts liés à la transition, vous comprenez qu'il y a des agriculteurs qui arrivent à progresser via le travail des techniciens sur le terrain, etc. Vous êtes plus à même derrière de vous engager financièrement. Donc on a un objectif en commun qui est l'étude économique qu'on fera dans chacun des projets, c'est-à-dire quels sont les coûts liés à la transition agroécologique dans chacun des territoires. Ça coûte tant à l'hectare, qu'est-ce que vous pouvez... Et ensuite, on va travailler avec les acteurs de filière pour arriver au maximum à ces 250 €. Si on n'y arrive pas, à ces 250 €, on fera intervenir aussi d'autres acteurs du financement. Mais l'idée, et je le répète à tous les acteurs qui souhaitent intégrer demain Covalo, c'est d'être capable de financer aussi ces primes filières-là. Et mine de rien, on va commencer dans les Hauts-de-France en 2025 sur uniquement 200 agriculteurs. Hein, le projet va courir jusqu'à 2028 et il y aura 2000. Sur 200 agriculteurs, quand vous faites le calcul avec les eurotonnes de primes, c'est un investissement. On se parle de projets RSE qui, c'est plus de la RSE, ça rentre dans le PNL des entreprises. Hein, ça rentre dans le budget achat des entreprises. Et donc, ça se compte en millions d'euros. Donc, c'est des plans de financement qu'il faut savoir négocier en amont. Mais c'est pour ça aussi qu'on fait des études d'impact environnemental pour dire, mais qu'est-ce que vous financez ? Vous financez de la décarbonation, moins 46%. Vous financez de la lutte contre l'érosion des sols. Vous financez une meilleure rétention de l'eau qui vont permettre à ces agriculteurs de voir passer, on va dire, plus facilement certains obstacles climatiques. C'est ça que vous financez. Et on pense et on espère que la CSRD, que tous ces dispositifs-là vont inciter aussi les industriels à passer le pas, à franchir le pas d'un projet qui était avant un projet RSE, qui est un projet maintenant d'achat. C'est de l'achat de matières premières. Nous, on passe vraiment des heures. Moi, je travaille avec l'équipe commerciale, en collaboration avec l'équipe commerciale de chez nous, qui vend du sucre et de l'alcool. Maintenant, avec les gros comptes, je passe systématiquement... je pense que je prends la moitié du temps, quoi. Et donc, avec un gros client, certains clients qui vont acheter du sucre pour faire des boissons noires sucrées et pétillantes, je vais passer des heures et des heures et des heures et des heures avec eux pour leur expliquer la démarche, etc., pour vraiment justifier ce qu'on fait. S'il faut, on les emmène dans les champs. On leur montre, on leur fait rencontrer un agriculteur, on leur montre ce qu'on fait en sucrerie, en distillerie, comment est-ce qu'on fait pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, les investissements qu'on fait. Enfin, on est vraiment dans une démarche de justification qui est très très lourde. Mais c'est ça qui fait qu'on peut arriver à dégager une petite prime pour l'agriculture, pour des projets de décarbonation aussi chez nous. Et c'est seulement en ayant cette avance-là, parce qu'il faut être en avance, qu'on peut dégager la prime. Dans 2 ans, on pourra sans doute peut-être plus la dégager, la prime. Ou dans 3 ans. Donc il faut avoir ces 2-3 ans d'avance et être bien positionné globalement pour arriver à le dégager. Ça devient un standard. Après, c'est comme la qualité il y a 15 ans, quoi, 20 ans. Là, ça devient, pour les très grosses entreprises, ça devient un élément important. Et on a des acheteurs en face qui sont des acheteurs à la base, donc des gens qui sont vraiment très dans le chiffre financier, qui deviennent des experts de l'agriculture, quoi. Et les gros agro-industriels internationaux, ils ont des batteries d'équipes de mecs en RSE, tous plus qualifiés les uns que les autres, qui vont avoir des équipes entières dédiées à l'agriculture de régénération et qui vont nous challenger.
il faut leur répondre. Si on veut avoir ces 3 ou 4 euros ou 5 euros par tonne de betterave pour transmettre aux clients, il faut faire cet effort-là, quoi. Voilà. Sachant que l'objectif est aussi de réduire le montant de ces primes. Parce que si on est plus efficace dans le déploiement de l'agroécologie, si on mutualise, si on arrive à créer des filières à partir de cette logique de la rotation agricole, normalement, on est censé aussi diminuer un peu le montant de ces primes, en gagner en efficacité. Et donc ça doit créer de l'engagement à l'aval de la chaîne. Il n'y a pas de projet plus héroïste, j'allais dire, d'un point de vue économique. Si on s'intéresse à l'agroécologie, si on a compris qu'il y avait un lien entre agroécologie et décarbonation des filières, que des projets collectifs, qu'ils s'appellent Covalo ou Tartampion. Mais on en revient toujours aux mêmes sujets qui ont été abordés toute l'après-midi, le côté data, le côté collaboration territoriale aussi. C'est-à-dire qu'il va falloir et ça commence déjà à le faire, mais que les coopératives et les OS s'organisent pour arriver à se partager les données des agriculteurs, toujours avec leur validation bien sûr, mais en tout cas qu'on arrive vraiment à avoir qu'on ne redemande pas 15 fois les mêmes informations, parce qu'il y a Cristal Vision de chez Cristal Union, il y a toutes les autres coopératives voilà. Il faut qu'on arrive à collaborer pour réduire le coût du diagnostic, parce que diagnostic complet, ça coûte cher pour un agriculteur et puis pour la coopérative qui veut l'aider à payer, par exemple. Voilà. Donc, et puis la data, quoi. La data derrière, il faut. Enfin, quand nos agriculteurs font l'agriculture de génération, ils ne la font pas sur la betterave, ils la font sur toute la rotation. Voilà. Du coup, la dernière question, je pense. Merci. Merci pour cette intervention, Julia Landrieux du cabinet Agrivise. Pour rebondir sur cette question de data et aussi sur la CSRD, dans les référentiels, dans les calculs d'indicateurs qui vont être demandés, il y en a qui pourront utiliser des référentiels type Agribalise, etc. D'autres, de la donnée réelle, par exemple, comme vous êtes en train de faire. Et est-ce que, c'est en discutant avec un OS, il me disait, nous, on a la crainte de se dire que ces référentiels nationaux, parfois, ils ne sont pas très adaptés à mon territoire. Mon territoire, moi je fais l'effort de faire mon calcul de données réelles et je serais peut-être un petit peu supérieur que le voisin qui a utilisé un référentiel national. Or, sur le terrain, peut-être leurs données seront proches. Est-ce que vous craignez ça et justement qu'après, peut-être un acheteur final, ils disent t'es gentil, mais toi, t'es plus, entre guillemets, t'es plus émetteur que le voisin, alors que peut-être il y a d'autres aussi, d'autres atouts à avoir fait cet effort de données réelles. Est-ce que ça, c'est quelque chose auquel vous réfléchissez justement sur ce côté collecte de data, etc. Oui, bien sûr. En 2017, on avait fait un projet on avait été financé par l'ADEME pour faire un projet d'éco-conception à la fois sur les packaging de nos sucres d'Adi qu'on faisait mais aussi sur des équipes industrielles. On avait fait des modélisations du coup d'agriculteurs. Enfin, on avait modélisé. On avait suivi 30 agriculteurs, quelques-uns en bio, et puis après il y avait ça se divisait en deux grandes parties, ceux qui avaient un super rendement et ceux qui avaient un très mauvais rendement. Et on s'est rendu compte qu'évidemment, ceux qui ont un très bon rendement, comme on est dans une logique ACV produit, avaient une très faible empreinte de gaz à effet de serre. Et par rapport à Agribalise en betterave, ils étaient 30 à 40% inférieurs. Donc il y avait quand même une grosse marge. Il y avait vraiment un gros écart. Ceux qui avaient un très mauvais rendement étaient effectivement 20 à 25% au-dessus d'Agribalise. Agribalise, c'est une très bonne valeur en fait. Elle est hyper représentative, mais c'est bien sûr une valeur moyenne. Donc on sait qu'on va avoir des mauvais, excusez-moi. On va avoir des bilans carbone qui seront moins bons que d'autres. Quand on vendra à des clients, on ne va pas vendre le bilan carbone qui est moins bon, quoi. Et de toute manière, on n'a pas suffisamment de clients qui souhaitent payer pour la RSE, pour la durabilité, de toute manière. Donc on vendra bien sûr les meilleurs lots et on fera du bilan massique, où on fera de la ségrégation, on fera on va faire... Idéalement, ça serait bien que 100% des clients soient intéressés par ça. Je pense qu'ils le sont, mais il n'y a peut-être que 10% qui sont prêts à payer. Ou même 5. Voilà. Merci beaucoup. Voilà.